Bienvenue dans votre toute dernière vidéo de la chaîne, les dessous de One Piece. Vous êtes une fois encore en compagnie de Doyle et Enstril pour plonger ensemble dans les profondeurs du manga. Pour cette vidéo, léger changement. Certains d'entre vous l'avaient compris avec l'image de Fujitora dans notre dernier épisode, nous serons accompagnés d'un troisième amiral le temps d'une analyse, et peut-être plus régulièrement à l'avenir. Je le laisse se présenter lui, ainsi que notre nouveau concept qui, je l'espère, vous plaira. Agnes Rel est mon nom. Tout comme Doyle et Enstril, je suis à la recherche des secrets et des mystères qui renferment l'œuvre d'Eiichiro Oda. Ensemble, nous vous proposons un nouveau format pour aller encore plus loin. J'ai l'honneur d'ouvrir le premier volet de Prospective. La prospective, c'est la démarche qui vise, par une approche rationnelle, à se préparer aujourd'hui pour demain. Elle ne consiste pas en soi à prévoir l'avenir, ce qui relèverait de la divination, mais plutôt à élaborer des scénarios possibles et impossibles dans leur perception du moment. Toute cette démarche se fait donc sur l'analyse des données disponibles à un instant T. Dans cette démarche, qui sera donc la nôtre, on va s'efforcer de scruter et d'analyser les couvertures colorées présentes dans les scans de One Piece. Tout cela dans le but d'en extraire des informations qui étaient jusqu'alors dissimulées à la vue de tous. Vous l'avez compris et vous connaissez nos méthodes, il nous faut encore pas de hasard, pas de folie, simplement de la recherche, de la déduction et surtout, de la logique. Pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, vous avez probablement déjà entendu parler de ces informations qu'Oda aurait cachées dans les couvertures, notamment avec celle du chapitre 520 qui annonçait plusieurs années en avance la fin tragique de Ace au travers d'éléments dissimulés dans l'image. Cet exercice est déjà très vieux et nous arrivons bien tard dans la course. Cependant, on a déjà découvert quelques informations précieuses, ce qui nous motive à commencer le plus vite possible à vous en parler. Évidemment, on pourrait s'attendre à ce que chaque couverture ait été scrutée et analysée des millions de fois, mais c'est avec étonnement qu'on trouve très peu de ces études sur internet, encore moins en français et toujours moins quand on met des filtres quant à la qualité de ces analyses. C'est donc avec une certaine fierté que nous allons une fois encore sur cette chaîne vous donner des informations exclusives à propos des secrets dissimulés par l'auteur. Alors restez concentrés jusqu'au bout pour ne rien louper. Tous les épisodes de Prospective vont le plus souvent se dérouler en 3 parties. Chacune d'elles représentera un niveau de lecture différent, plus en profondeur et plus spécifique à chaque fois. Ce premier niveau de lecture, c'est l'analyse visuelle de l'image, pour expliquer et mettre en lumière le sens premier de l'illustration, ce qu'elle représente. Le second niveau d'analyse, c'est l'extraction de toutes les interprétations symboliques possibles, avec un maximum de cohérence. Enfin, dans l'ultime partie, on va utiliser la combinaison de l'analyse visuelle et du symbolisme, pour extrapoler des pistes légitimes pour la suite du manga. Cependant, dans cette vidéo, on va faire que 2 parties, puisque cette couverture elle est très ancienne, et qu'on a déjà des éléments de réponse à nos théories. Pour ce premier épisode, on a décidé de s'attaquer à une cover qui est sortie il y a déjà 8 ans, en avril 2010, et c'est celle du chapitre 582. Pour vous rappeler brièvement le contexte, ce chapitre débute juste après la guerre de Marineford. Il révèle au lecteur les premières conséquences sur le monde de la disparition de l'empereur Barbe Blanche. Suite à cela, on y voit Jinbei qui emmène Luffy sur l'île des Amazones pour sa convalescence, ce qui donnera lieu à un des moments les plus poignants et déchirants de l'œuvre, celui où Luffy réalise la mort de son frère. Gardez bien cela en tête pour la partie 2, vous allez vous rendre compte qu'Oda s'est joué de vous bien en avance. Maintenant que vous savez à quel moment de l'histoire intervient cette couverture, il est temps de la découvrir ensemble. Dans cette première partie, on va aborder les évidences de l'image afin d'avoir une base commune dans l'analyse qui en suivra. Allons-y. Tout d'abord, observons les personnages. Cette couverture met en scène 2 équipes qui jouent l'une contre l'autre à un jeu similaire au football. Les 2 équipes sont représentées par des maillots distincts qui suivent donc un code couleur différent. Une équipe se compose de Franky, Brook, Chopper, Robin, Zoro, ainsi que d'un ours bleu et d'un petit lapin blanc. Leurs couleurs sont le rose et le violet avec la présence de fleurs de cerisier. L'autre équipe, quant à elle, se compose de Sanji, Luffy, Nami, Usopp, le chat sur l'arbre, l'éléphant, ainsi que le singe vert un peu étrange. Ils arborent les couleurs noires et orange, avec des motifs évoquant des cercles avec un point en leur centre. À propos de l'environnement, on peut voir que la scène prend place dans une forêt clairsemée, comme le montre la présence de quelques arbres et de lichens un peu partout. Il n'y a visiblement pas de détails intéressants en soi dans le décor. On voit ensuite les 2 cages, de part et d'autre du terrain, ainsi que la balle qui s'apprête à rentrer dans les buts tenus par Franky. Cette balle est une boule de métal en feu dotée de pics. On peut s'imaginer que le jeu en question est une partie de foot un peu customisée, comme le laisse sous-entendre la phrase manuscrite Pirates Iron Soccer. Voilà, on a maintenant le même point de départ, pour trouver des informations ensemble. Les plus attentifs d'entre vous ont probablement déjà repéré quelques éléments qui vont les faire bondir, mais je vous demande encore un peu plus de patience, pour laisser le temps aux autres de les découvrir dans la deuxième partie. De plus, vous pourriez être surpris, en voyant que cette couverture regorge d'énormément de détails, et quelque chose me dit qu'on ne les avait pas tous trouvés. Vous l'attendiez, et nous aussi, entrons maintenant dans le vif du sujet.
Nous allons vous expliquer comment Oda, dans ses vieilles couvertures du 26 avril 2010, il y a presque 8 ans, a réussi dans une seule et même image à annoncer précisément l'arc de Dressrosa avec 3 ans d'avance, ainsi que celui de Zo avec 5 ans d'avance. Et là, il s'agit uniquement des informations que nous avons réussi à trouver. Il est possible que d'autres indices ou éléments soient restés dissimulés sous nos yeux. On vous invite à vous plonger dans cette couverture avec nous. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires de vos idées et de vos trouvailles. On a hâte de vous lire. Tout le monde se souvient encore de l'arc Dressrosa, pour plein de différentes raisons. Celle qui vous a marqué le plus rapidement, c'est sans aucun doute l'intrigue d'ouverture de l'arc, le Colisée et sa récompense. Cette récompense, c'était l'ancien fruit du démon de Ace, le Mera Mera Nomi. Quel rapport avec notre couverture? Je vais vous montrer. Pour comprendre le lien avec la couverture, il faut redéfinir ce qu'était l'essence même du Colisée, pour en garder la signification la plus évidente. Rien de plus simple, il s'agissait d'un jeu dans lequel différents adversaires devaient s'affronter dans le but d'obtenir une boule qui représente le feu. Oui, vous avez deviné, c'est exactement l'enjeu de notre couverture 582. Tous les personnages s'affrontent pour une balle enflammée. La partie de foot est donc l'annonce du jeu mis en place par Doflamingo, et la balle en fer, le symbole de la récompense, le but à atteindre en somme. Cela prend encore plus sens quand on remarque les lunettes et le sourire de Franky sur l'image, très similaires à ceux de Doflamingo. Pas étonnant que la couleur de son maillot soit le rose finalement, vous ne trouvez pas? Si vous doutez encore, je rajouterai un autre constat à propos de Franky. En effet, c'est lui qui est le plus proche de la balle. Il la tient, il en a le contrôle. Ce qu'il faut se demander désormais, c'est qu'est-ce que représente Franky? Que ce soit les couleurs de son maillot, son origine mafieuse ou encore la façon dont est représenté son visage, tout fait penser au caractère design de Doflamingo. Désormais, ça me semble assez clair. Tous les éléments que j'ai abordés jusque-là représentent le début de l'arc de Dressrosa, et cela plusieurs années avant son arrivée dans les chapitres. Oda est taquin, et croyez-moi, énormément de couvertures sont remplies d'informations similaires. Mais ce n'est pas fini. Je dirais même que le plus gros arrive dans les secrets de notre couverture. En effet, cette cover nous révèle en avance le célèbre arc Zou. Commençons par le chat jaune au sourire quelque peu perturbant qui descend de l'arbre. Vous le connaissez de l'arc Zou, et il est particulièrement reconnaissable par sa couronne. En effet, il s'agit de l'un des deux rois de Zou, le chat Nekomamushi. Ok, c'est pas bluffant, mais aviez-vous remarqué la présence de l'autre roi, Inuarashi? Et pourtant, il est bien là. Regardez sur tous les maillots de l'équipe de Luffy, sa tête apparaît, elle aussi reconnaissable par sa couronne. De cette observation, il est possible de saisir la façon de gouverner à deux rois, si particulière du peuple Minsk. Cela grâce à leur double couronne identique et leur présence dans la même équipe. Une fois encore, un bout de l'intrigue était sous vos yeux. L'aviez-vous remarqué? Presque aussi visible que le gros chat, passons à l'éléphant dans le fond. En soi, rien ne le différencie d'un simple animal, mais le contexte lui donne une signification toute particulière. Notamment le fait qu'il soit épuisé, comme blessé, nous révèle là un lien avec Zou lui-même, qui lui aussi était dans cet état après le passage dévastateur de Jack. Enfin, pour terminer avec Zou, évoquons la présence d'un lapin blanc des plus mignons, qui est tout simplement une représentation de Carotte et de la place qu'elle a pris au sein de l'arc, et même au sein de l'équipage depuis l'arc Whole Cake Island. Sa présence dans l'une des équipes en dit long sur le caractère spécial de ce petit lapin blanc. Voilà, on a fait le tour des informations qu'on a dénichées dans cette couverture 582. Il y a plein d'autres éléments qu'on passe délibérément sous silence car on n'a pas assez de preuves de nos hypothèses. Pour vous donner une idée, on pourrait parler de l'étrange ours bleu sur lequel s'appuie Zoro. Sa cicatrice à l'œil nous apporte plein de questions. Zoro n'ayant pas encore perdu son œil gauche, cela pourrait-il en être l'annonce? Il reste aussi l'étrange singe vert, mais là, ce sera à votre tour d'y chercher ou non un sens, un lien ou une corrélation avec l'œuvre en général. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous pour votre temps et votre écoute. C'est une fois encore un plaisir de partager un moment avec d'autres passionnés. Et on a hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Cet épisode servait de preuve qu'Oda laisse des messages à travers les couvertures des différents chapitres. Aujourd'hui, on a étudié un fait déjà passé, mais c'est cette recherche qui va apporter à notre prochaine vidéo la légitimité qu'elle mérite, car la théorie qu'on y annoncera vous plaira. Ce format est plus court car il y a moins de recherche à faire. C'est peut-être ce qui nous permettra d'accélérer le rythme de sortie des vidéos. Et si jamais vous ne craignez qu'on ne trouve plus autant de choses à dire dans les autres covers colorés, rassurez-vous, on en a encore plusieurs dizaines en stock avec pas mal d'éléments à analyser avec vous. Bon, vous l'avez remarqué, on publie à un rythme très irrégulier. Alors si vous tenez à ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne et suivez nos réseaux sociaux en description. Bon vent et bonne route, c'était Doyle, Enstril et Agniosrael pour les dessous de One Piece.